Ce week-end, l'administration Trump a contraint l'entreprise Anthropic, autrement dit l'un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle, à désactiver son dernier modèle, Fable 5 et Mythos 5, pour l'ensemble des utilisateurs hors des États-Unis, d'ailleurs non américains aussi. Je crois qu'il y a ces deux distinguos. Bref, cette décision, elle a été prise au nom de la sécurité nationale et elle marque une sorte de contrôle inédit à l'exportation appliqué donc sur les intelligences artificielles. Bonjour Olivier Tesquet. Bonjour Guillaume. Alors cette fois-ci, vous êtes invité. Vous êtes invité, mais vous êtes toujours essayiste et journaliste à la cellule Enquête de Télérama. Alors il faut tout d'abord présenter Fable 5 et Mythos 5, les deux modèles visés par Washington. Alors il y en a un qui était donc disponible, on voyait l'onglet. Mythos 5, je ne l'ai jamais vu sur Claude. Non, Mythos 5, alors d'ailleurs, on a d'abord parlé de Mythos parce qu'au mois d'avril, il y avait eu déjà tout un tas de spéculations sur ce modèle très puissant, mais qu'il ne fallait pas rendre public, etc. Donc il y avait déjà un marketing qui se mettait en place. Et en fait, Mythos, qui est la classe de modèles, Mythos, c'est la version sans les garde-fous, qui est destinée à un tout petit nombre d'entreprises. En fait, un tout petit nombre d'entreprises qui sont partenaires d'Anthropic, parmi lesquelles on retrouve alors des industriels qui ont un rôle dans la chaîne de valorisation et de capitalisation de l'IA. Je pense à Nvidia, par exemple, mais on retrouve des banques aussi. Par exemple, il y a JP Morgan, on retrouve des géants de la tech, des Google, des Amazon, etc. Et c'est d'ailleurs par l'un de ces géants de la tech qu'est venue l'alerte, entre guillemets, qui a alerté le département du commerce américain. Et alors, peut-être étiez-vous un peu dubitatif à l'époque, Olivier Tesquet, en se disant, effectivement, le fait de dire que c'est très, 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 très dangereux était aussi un très, très bon argument en marketing. On voit que c'est un peu une constante avec les industriels de l'IA, c'est-à-dire toujours de très grandes promesses. D'ailleurs, le nom des modèles en lui-même, que ce soit Fable 5 ou Mythos, c'est le récit fondateur, très littéralement. Donc on voit qu'il y a un marketing qui s'opère sur ces modèles-là. Un côté, je crois que c'est François Saltiel hier qui parlait de pompier pyromane, ça me semble être une très bonne expression, puisque on est face à des gens qui nous disent « Ouh là là, empêchez-moi de rendre public et de mettre sur le marché ce modèle qui, par ailleurs, a évidemment des effets sur la capitalisation de ces entreprises. » Bon alors, moi j'ai pu utiliser une matinée Fable 5 avant que ça plante, puisque donc maintenant on le sait, c'est interdit à l'exportation. J'avoue ne pas avoir trouvé la différence entre Fable 5 et Sonnet 4.8, ou je ne sais plus comment ils appellent le modèle en deçà. Olivier Tesquet, vous avez vu une différence, vous ? En fait, c'est aussi le problème de ces modèles-là, c'est-à-dire ces fameux modèles frontières. D'ailleurs, le terme, là aussi, de modèle frontière, on pense à la frontière, mais la frontière au sens américain du terme, c'est-à-dire l'espace à conquérir, ce qui sépare le monde connu du monde qui reste à explorer. Et en fait, dès qu'on essaye de gratter, à l'époque, au mois d'avril, quand on essayait de savoir, ok, d'accord, mais de quoi s'agit-il cette classe de modèles Mythos, c'était assez difficile de le savoir, parce que par ailleurs, Dario Amodei et Anthropic ont beau le répéter à longueur de temps dans de longs courriers et de grandes apostrophes à la terre entière sur la transparence des décisions, des modèles, sur ce qui devrait fixer le cadre d'utilisation et d'usage d'un certain nombre de ces IA. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, un internaute qui serait sur Fable 5, il peut tout à coup se retrouver sur un autre modèle sans vraiment sentir qu'il s'est déplacé, quoi. Alors, il y a quand même quelque chose d'important depuis que l'on parle donc de ces modèles d'intelligence artificielle, autrement dit ce qu'on appelle des LLM, puisque on est parti là-dessus. Il y a quelque chose de très clair, c'est qu'on est passé nettement pour Claude comme pour ChatGPT, comme pour les autres, on est passé de ces modèles LLM, bon, on voit qu'ils fonctionnent, on voit à quoi ils servent, à des modèles agentiques. Et c'est ça, en fait, qui est aujourd'hui l'enjeu de ces nouveaux modèles. Alors, c'est l'enjeu, et en tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté, encore une fois, par les industriels de l'IA, y compris nos industriels de l'IA à nous. Il y avait une audition parlementaire récemment d'Arthur Mensch, le patron de Mistral, qui expliquait qu'en fait, les ingénieurs de Mistral ne codaient plus eux-mêmes, mais demandaient à des IA agentiques de coder pour eux. Oui, j'aurais dû définir ce qu'était un IA agentique. Alors, l'IA agentique, c'est qu'en fait, vous déléguez, vous sous-traitez quelque part votre fonction. Alors, le développeur est un assez bon exemple, c'est-à-dire qu'au lieu de coder lui-même, c'est l'IA qui va coder de manière relativement autonome. Alors ça, c'est une tâche très, très intelligente. Moi, je pensais, c'est pour ça que d'ailleurs, j'étais en train d'essayer de faire des choses comme ça, je pensais à des choses plus basiques, comme par exemple trier des emails, répondre à des emails, etc. Ça, c'est aussi une tâche que peut faire une IA agentique.
Oui, mais le principe en fait de l'IA agentique ne peut pas être décorrélé des capitalisations. C'est-à-dire qu'encore une fois, et je reviens un peu systématiquement là-dessus, c'est qu'on est dans un moment où, que ce soit Anthropic, que ce soit OpenAI, préparent leur introduction en bourse à des volumes de capitalisation, alors qui ne sont pas les volumes de capitalisation de SpaceX qui a touché les 2000 milliards de dollars au moment de son introduction, mais qui tournent quand même autour de 2000 milliards. Donc on est sur des volumes qui échappent un peu quand même à la rationalité humaine. Et évidemment, le meilleur moyen de s'assurer la capitalisation la plus élevée possible, c'est quand même de dire qu'on a le modèle le plus puissant et qu'on a l'IA qui a la capacité de transformation de la société et de la transformation de l'humain qui est la plus importante. Anthropic s'appelle quand même Anthropic, c'est-à-dire porte dans le nom de l'entreprise espèce de charge transformative de ce qu'est l'être humain à l'heure de l'intelligence artificielle. Non, vous avez évidemment raison d'être obsédé par la valorisation de ces entreprises qui leur confèrent effectivement une singularité, ou c'est la conséquence de leur singularité. Mais on voit que les usages s'étendent parce que auparavant on pouvait faire sa rédaction grâce à ChatGPT. Maintenant, on voit qu'on va pouvoir automatiser des tâches demandant une capacité intellectuelle, ce qui est là aussi quelque chose de nouveau. Alors même si moi, j'ai encore du mal à le faire, j'imagine que bientôt, ça sera quelque chose de très aisé à faire. Oui, il y a une espèce de délégation de la cognition, quoi. C'est-à-dire que c'est un effet GPS quelque part. C'est-à-dire qu'avant, on se disait, voilà, je vais attraper une carte, regarder comment aller d'un point A à un point B, quel est cet itinéraire, quels sont les différents itinéraires que je peux emprunter. Là, on va avoir maintenant une forme d'automatisation, donc de perte aussi d'autonomie de l'être humain face à la machine. Mais c'est quand même quelque chose d'inouï, parce que je triais ma bibliothèque hier et j'ai trouvé un livre, par exemple, qui était Python pour les nuls. Ce livre, maintenant, il est complètement inutile. Ah bah ça c'est sûr que maintenant, d'ailleurs, c'est l'un des arguments de vente de ces industriels de l'IA, et c'est mis en avant par un certain nombre d'entreprises qui sont clientes de ces services-là, qui dépensent des fortunes elles-mêmes hein, dans ces tokens, ces jetons qui sont nécessaires pour faire tourner la machine. C'est les économies d'échelle qui sont réalisées. C'est-à-dire là où vous alliez mobiliser avant des développeurs pendant 2 mois pour faire du code, ce temps va être compressé à quelques jours, voire quelques heures, à coût d'investissement aussi, hein, c'est quand même. Alors, à coût d'investissement, et puis les tokens, c'est important parce que sur Claude, par exemple, on touche très rapidement la limite quand même. Ce qui s'est passé, c'est que. C'est-à-dire, le système, juste pour expliquer aux auditrices, aux auditeurs qui n'ont pas l'habitude, vous dit assez rapidement, vous avez épuisé votre crédit, quoi. C'est ça, c'est un crédit. Et de plus en plus, ces entreprises et ces industriels de l'IA facturent à la consommation. C'est un peu comme les forfaits prépayés qu'on avait, vous savez, sur les téléphones. On atteint ces limites de plus en plus vite. Mais du coup, vous vous retrouvez aussi avec des entreprises qui dépensent de plus en plus d'argent, mais parce que les industriels de l'IA eux-mêmes, pour financer leur développement, avec quand même un delta, un ratio entre leurs revenus réels et leur capitalisation qui est gigantesque et qui ne cesse de s'agrandir, ils ont besoin de faire rentrer du cash. Et pour faire rentrer du cash, il faut facturer les clients. Alors bon, on a vu l'aspect marketing, mais alors est-ce que vraiment les États-Unis peuvent à juste titre se dire que leur sécurité est menacée par l'utilisation de Mythos ou de Fable 5 par des gens méchants comme Alors, vous et moi? alors déjà, il faut se rappeler dans quel moment ça s'inscrit. C'est-à-dire que entre Anthropic et l'administration Trump, ça fait quand même quelques mois que c'est compliqué. Il y a eu ce contentieux avec le Pentagone au début de l'année, parce qu'au moment de la guerre en Iran, Anthropic a refusé que ces modèles soient utilisés à des fins militaires. Bon, alors jusque-là, ça ne leur posait pas de problème, hein. Ils étaient déjà intégrés sur les réseaux classifiés du Pentagone, sans que ça leur ait posé d'énormes questions éthiques. À ce moment-là, Anthropic a quasiment été désigné comme une entreprise étrangère, ou en tout cas était traité comme ils auraient traité une entreprise d'une puissance rivale. Et depuis, en fait, Anthropic a réussi à monétiser sa vertu. C'est-à-dire que ce positionnement un peu en but à l'administration Trump a été très profitable pour l'entreprise qui aujourd'hui prépare une entrée en bourse à une capitalisation qui est même légèrement plus élevée que celle de OpenAI. Et quand le pape qui passe pour des méchants.
Voilà, quand le pape présente son encyclique il y a quelques semaines, donc Magnificat Humanitas, qui parle de l'IA, qui appelle à désarmer l'IA, il le fait donc en expliquant que l'IA ne doit pas être entre un tout petit nombre de mains et que ça sert à rien de débattre d'une IA morale si on ne brise pas les monopoles, les oligopoles, etc. Il le fait avec à côté de lui un cofondateur d'Anthropic qui se retrouve comme ça vraiment solidifié dans cette posture de l'entreprise éthique de l'IA. Et puis alors, aujourd'hui, la question qui se pose, Olivier Tesquet, donc nous, pauvres Européens, est-ce qu'on va se retrouver donc aux marges de l'Empire, dénués donc de Fable 5 et de Mythos? Alors, hier, Christine Lagarde disait, bon, il vous reste Mistral. Est-ce qu'il nous reste Mistral? Est-ce que Mistral peut remplir ce rôle? Est-ce que véritablement les Américains, ces deux entreprises, hein, OpenAI et Claude, ont une avance telle que bon, on est obligé de regarder passer les trains? Déjà, cet épisode démontre une fois de plus l'extrême dépendance et l'extrême fragilité de nos systèmes et de nos économies par rapport à des infrastructures et des entreprises américaines. Mais ça n'a pas attendu l'IA. C'est une dépendance qu'on a soigneusement fabriquée depuis des années. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, je trouve que le débat est très mal posé. C'est-à-dire que très souvent, on entend des responsables politiques qui claironnent un peu partout souveraineté numérique, souveraineté numérique. Bon, la souveraineté numérique est quand même un mot, une expression, je trouve, extrêmement vide de sens, surmobilisé ces dernières années, qui revient quand même très souvent à mettre de la peinture fraîche sur une façade en carton et à remettre très souvent de la peinture parce que cette peinture sèche assez vite, sans jamais se poser la question de ce qu'est véritablement une autonomie dans ce genre de circonstances. La véritable autonomie devrait être la capacité de ne pas avoir à appuyer sur l'accélérateur, par exemple. Merci beaucoup Olivier Tesquet. On vous retrouve donc dans les colonnes de Télérama. Dans quelques instants, on va